partout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina ou bien la FC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brefs du monde de Lucarne Opposée sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposée est désormais disponible, un numéro consacré au Coupe continentale de sélection, dans lequel vous pourrez déguster des savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup et bien sûr la Copa América. Aujourd'hui, à l'occasion de l'exposition Foot et Monde Arabe à l'Institut du Monde Arabe, je vous le donne en mille, Efrika vous propose un voyage au pays des 1001 ballons. 1001 ballons. Vous voyez la jolie voltige. C'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons Madame Aurélie Clemente Ruiz, diplômée de l'école du Louvre, directrice du département des expositions à l'Institut du Monde Arabe, commissaire de l'exposition qui nous intéresse ce jour, et dont le patronyme aurait plutôt tendance à nous évoquer la Copa América à Lucarne Opposée. Comment allez-vous, Aurélie ? Très bien, merci. Vous avez des origines hispaniques, latino ? Mon époux. D'accord, parce que Clemente, ça fait aussi c'est totalement les deux espagnol. Oui, les deux font espagnol. Alors, rappelons d'abord à nos auditeurs que l'exposition Foot et Monde Arabe a ouvert ses portes depuis le 10 avril dernier et qu'elle aura cours jusqu'au 21 juillet à l'Institut du Monde Arabe qui se trouve au 1 rue des Fossés Saint-Bernard dans le 5e arrondissement de Paris. Il est encore temps de vous y ruer, chers amis, j'ai tout bon ? Tout à fait, c'est ça. Bon, c'est parfait. Alors, Aurélie, avant de nous attaquer au football, pourriez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est l'Institut du Monde Arabe et aussi de quoi parle-t-on précisément quand on évoque justement le monde arabe ? Alors, l'Institut du Monde Arabe est une institution qui est là justement pour faire découvrir la culture et la civilisation du monde arabe. Et ce qu'on entend par monde arabe, c'est important effectivement de le préciser. En fait, on parle des pays membres de la Ligue arabe, des 21 pays membres de la Ligue arabe. Donc en gros, c'est tous les pays d'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'à l'Égypte, des pays qui sont au Proche et Moyen-Orient, donc aussi bien la Jordanie, le Liban, la Syrie, l'Irak, et puis toute la péninsule arabique. Voilà, donc on traite à peu près de cette zone géographique-là dans nos projets. Et donc, on trouvait ça intéressant à travers cette contrainte géographique du monde arabe de raconter un petit peu l'histoire du football dans ces pays-là. Juste pour préciser la chose, au-delà de cette ligue, qu'est-ce qui unit ce monde arabe ? C'est une langue, une religion ? C'est une langue, bien évidemment. C'est la langue arabe qu'on retrouve dans ces pays-là, qui ont des religions différentes, puisqu'il y a aussi bien des musulmans que des chrétiens, que des juifs ou ce qu'on veut en fait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer en quoi ces pays qui sont unis effectivement par la langue arabe, avec des dialectes différents, mais qui se retrouvent à travers cet idiome commun, eh bien, comment ça fait sens à un moment donné de parler de culture en commun pour ces différents pays qui ont tous bien évidemment après une histoire et des traditions propres. D'accord, alors vous alliez y venir. Comment du coup le football s'est-il retrouvé invité dans un lieu culturel ? Dans ce lieu culturel. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire des ponts entre la culture et d'autres disciplines, là en l'occurrence le sport et le football. Mais on s'est assez vite rendu compte que le football est quand même une donnée essentielle du monde arabe. Quiconque se balade dans le monde arabe comprend l'importance du foot. Et ça nous intéressait en fait tout simplement de s'intéresser à cette culture populaire autour du football. Et de décloisonner. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à trop catégoriser les choses. D'un côté, il y a la culture, de l'autre, le sport. Bah non, en fait, tout ça, ça participe d'un élan commun. Et quand on parle justement de ces pays-là, c'est important de montrer que tout ça n'est pas cloisonné et qu'on peut parler de sport dans l'histoire, de sport dans la politique, de sport dans la société. Et ça nous permet surtout de donner une autre image de ce monde arabe. D'accord, décidément, vous anticipez mes questions. C'est vrai que ces deux mondes sont souvent cloisonnés, hein, la culture d'un côté, le sport, le foot, mais le sport de l'autre. On voit au cœur de l'exposition, qu'il y a beaucoup de vecteurs culturels qui sont utilisés. Hein. Il y a une bande dessinée sur le FLN, il y a un spot sur l'Égypte avec une chanson du chanteur, de l'artiste égyptien Hakim. Il y a des poèmes d'un supporter libanais du Nejmeh SC. Ouais.
Le pont entre le sport et la culture, est-ce qu'il est difficile à bâtir? Et qu'est-ce qui relie au fin de compte ces deux mondes-là? Il n'est pas toujours évident. Après, il existe réellement parce que ce qui est intéressant, et on le montre dans l'exposition, il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés du football, en l'occurrence, pour créer des œuvres. C'est vraiment une vraie source d'inspiration, surtout dans le monde arabe. C'est assez drôle, quand on a commencé à travailler sur ce projet d'exposition, on s'est rendu compte que les artistes palestiniens, spécifiquement, avaient un goût très particulier pour le football, puisqu'on a retrouvé proportionnellement énormément d'artistes, donc soit qui vivent en Palestine, soit d'origine palestinienne, qui ont traité du sujet du football. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient très souvent. On n'avait jamais noté ça avant parce qu'on ne s'y était pas intéressé, et on s'est dit que c'était révélateur aussi de quelque chose, d'avoir ce sujet-là qui revient systématiquement dans le travail de certains artistes. Et puis, moi, je suis encore une fois pour créer des passerelles dans tout ça. Je trouve ça ridicule d'opposer les catégories. Et des fans de foot peuvent aussi aimer venir dans un musée. Et puis, je crois qu'avec cette exposition, on a aussi voulu montrer autre chose. C'est-à-dire que c'est pas juste une exposition sur le foot, c'est pas juste une exposition tout court. C'est en quoi, justement, les deux interagissent, en quoi on parle de la société d'aujourd'hui et d'hier, parce qu'on a quand même des histoires qui remontent à quelques années. Mais c'est proposer une autre vision du monde arabe à travers effectivement ces deux vecteurs que sont le football et la culture. Vous avez ramené de nouveaux publics à Lima, là, vous l'avez ressenti? Oui. Ouais. Oui, et c'était une des volontés aussi de ce projet, d'arriver à toucher un public plus jeune, plus intéressé par cette dimension footballistique du projet. Parce qu'effectivement, comme dans la plupart des institutions culturelles parisiennes, on a un public assez classique, plutôt âgé, cultivé, on va dire, qui est habitué à faire des expositions. Et là, sur un projet comme ça, on attire beaucoup plus de jeunes. On fait venir aussi des clubs, des associations sportives. On a toute une politique qui est vraiment tournée vers ces jeunes-là qui pratiquent le football. Et à un moment donné, pour nous, c'était très important de leur dire, voilà, vous pratiquez ce sport dans des clubs, venez voir aussi ce que peut être l'histoire de ce sport, ou en quoi il s'inscrit dans le monde arabe, dans une société qui est différente, avec une histoire qui est autre, et essayer justement de les intéresser différemment à une passion qu'ils ont et qu'ils vivent au quotidien. Vous aviez dit lors d'une interview au magazine Le Temps, au journal Le Temps, qu'il était assez difficile de récolter des archives pour ce type d'exposition. Est-ce que c'est dû à la région? Est-ce que c'est dû au sujet? Ou est-ce que c'est dû aux deux? C'est un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'a pas considéré que le football devait... mériter en tout cas de conserver des archives. Donc les documents anciens souvent n'existent pas. Donc voilà, effectivement, il y a cette problématique qu'on n'a pas jugé pertinent de conserver des archives sur des questions du football. Donc on a très très peu de traces anciennes finalement des clubs, de toute cette histoire du football dans le monde arabe. Finalement, on est plus passé par des sources telles que la FFF ou la FIFA qui se sont structurées très tôt et donc ont récolté un certain nombre d'archives. Mais quand on s'est tourné vers les clubs dans le monde arabe ou vers les fédérations, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les fédérations des différents pays, on s'est rendu compte qu'ils avaient très peu de choses, ou alors que c'était des choses relativement récentes, ou une ou deux coupes anciennes, un peu symboliques, mais finalement pas énormément. Alors certains collectionneurs, heureusement, certains passionnés en fait, ont gardé des documents, des archives, mais c'est vrai que c'est assez rare. D'accord. Parlons un petit peu plus du contenu. Allons sur le contenu de cette exposition. Donc cette expo, elle balaie le monde arabe dans sa grande diversité. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle va vraiment du Maghreb au Proche-Orient, au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. Mais on constate, au travers de passages sur l'Arbi Ben Barek, l'équipe du FLN de Mekloufi, ou bien l'icône Zinedine Zidane, qu'il vous a semblé important de rappeler les liens historiques et profonds qui unissent le monde arabe à la France.
C'est assez pertinent, mais enfin, on se trompe, on sent qu'il y a quelque chose, une certaine approche derrière. Non, non, c'était une volonté très claire de relier cette histoire qui existe dans le monde arabe à l'histoire française. D'ailleurs, l'exposition, ce n'est pas le football dans le monde arabe, mais c'est foot et monde arabe, exprès parce qu'on trouvait ça intéressant à un moment donné de présenter une expo à Paris, en France, et d'expliquer en quoi finalement le développement du football dans le monde arabe, il n'est pas du tout étanche au reste du monde. Alors, nous, effectivement, on s'est plutôt centré sur la France parce qu'on est en France. Bah oui, Donc voilà, ça nous paraissait plus logique de montrer finalement que ce football arabe, il a toujours eu des liens avec la France et inversement. Et que c'est pas du tout récent, surtout aujourd'hui quand on entend... on a pu entendre toutes les questions autour de ces joueurs issus de l'immigration, la question de la binationalité. En fait, on se rend compte que c'est des questions très anciennes, que c'est pas du tout nouveau ces questionnements-là. Et ça, c'est intéressant de remettre ça dans une perspective historique. Quand on a effectivement un joueur comme Larbi Benbarek d'origine marocaine, qui vient jouer dans des clubs français comme l'Olympique de Marseille, qui joue en équipe de France et qui a toujours une nationalité marocaine en fait. Ça questionne aussi aujourd'hui sur tout ce qu'on peut entendre sur la binationalité, les joueurs, leur origine. Et oui, ça clairement, ça nous intéressait aussi de creuser ces questions-là. Et ce côté justement, on rappelle le Black Blamber de 98, il y a toute une salle consacrée à ça, vous l'avez dit, Larbin Benbarek, qui a ces deux nationalités, Mekloufi, qui fait le choix dans les années 60, alors que c'est une des vedettes du championnat de France et de l'AS Saint-Etienne, allez les Verts, c'était complètement subjectif, et Mekloufi qui décide de partir de l'équipe de France et de la France pour porter les couleurs du FLN, c'est même pas encore l'Algérie, donc il y a quelque chose de la lutte. Est-ce que tout cela, ce n'est pas une preuve que le foot pourrait aider à ce que la France accepte ses racines arabes ? Oui, bien sûr, ça fait partie aussi de cette histoire commune qu'on a, et le succès populaire du football, à mon avis, peut aider, mais on l'a vu en 98, c'était quand même juste extraordinaire ce qui s'est passé. Au-delà du slogan Black Blamber, c'est qu'effectivement, le fait de dire clairement, d'afficher que tous ces joueurs de différentes origines, pas que arabes en l'occurrence, font pleinement partie de la société française et représentent la France, parce que c'est ça en fait l'équipe de France. Ils sont les porte-voix de la France. C'est un très beau message. On l'a revu en 2018, alors d'une manière différente, avec cette seconde victoire en Coupe du Monde, où là, il n'était plus question du Black Blamber, mais au contraire du tous français, de cette assimilation complète, où on ne fait plus référence aux origines des joueurs, mais uniquement à leur nationalité française et à la République française, qu'on a beaucoup vu et nommé. Ce changement de position en 20 ans, il est aussi très significatif, je trouve. Et ça, en tout cas, oui, c'est un message que l'exposition veut porter très clairement à travers les histoires qu'on raconte. D'accord. Bon, écoutez, l'exposition ne parle pas que du Maghreb. C'était un écueil à éviter. Moi, j'avais un peu peur de ça, à savoir est-ce que vous alliez vraiment trop focaliser sur le Maghreb, qui était un écueil français pertinent, mais qu'aurait pu... Alors non, étrangement, on ne s'est pas posé la question comme ça, parce que très très vite, quand on a décidé en fait justement de ne pas dans l'exposition faire une histoire linéaire du football dans le monde arabe, on aurait pu faire ça, mais on trouvait ça un peu pas très intéressant en fait. Voilà, on voulait s'amuser un peu plus clairement dans cette expo, et donc on a choisi 11 histoires, et il était évident pour nous que dans les 11 histoires, il fallait qu'on parte dans l'ensemble du monde arabe. Donc bien évidemment le Maghreb, l'Égypte, qui est quand même la terre historique du football dans le monde arabe, mais aussi le Liban, la péninsule arabique, arriver à vraiment ouvrir sur l'ensemble du monde arabe pour montrer sa diversité, encore une fois. Justement, encore une fois, vous me faites la transition. L'Égypte prend une place particulière au sein de l'exposition. Elle a un chapitre entier qui lui est consacré, en plus de celui évoquant les ultras et les événements de la place Tahrir. Il s'agit, selon vous, du pays le plus important quand il est question de foot dans le monde arabe ? En tout cas, historiquement, ça l'est, vu que c'est le
c'est un des premiers pays où se structurent vraiment des clubs de football. Il faut rappeler que le football arrive dans le monde arabe par des colons britanniques, puis français à la fin du 19e siècle, qui commencent à se structurer en clubs au début du 20e siècle. D'abord, en fait, des clubs réservés aux colons. Donc ça, c'est quand même important dans cette histoire du football. Après, effectivement, la population locale s'empare aussi de ce sport et commence à créer aussi des clubs. Et c'est l'Égypte en premier, avec le club Al-Ahly, qui va, au tout début du XXe siècle, créer ce premier club. L'Égypte va se structurer très vite, va être reconnue par la FIFA aussi. C'est le premier pays arabe reconnu par la FIFA. Et après, c'est aussi le pays qui accueille l'organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a gagné le plus de CAN. Voilà, c'est... Et le Al-Ahly, qui est l'un des clubs les plus titrés au monde, exactement. Tout pays. Exactement, Al-Ahly est quand même un club extrêmement important à l'échelle mondiale. Donc oui, ça nous paraissait important quand même s'il y a d'autres nations arabes importantes dans le football, ça nous paraissait important de marquer la place très particulière de l'Égypte, avec aussi des très grands joueurs. Aujourd'hui, tout le monde connaît Mohamed Salah, qui a quand même commencé sa carrière en Égypte. C'est pas quelqu'un... il est vraiment parti à l'international, mais il a quand même commencé sur le sol égyptien. Il joue encore en équipe nationale égyptienne. C'est très important. Le gardien Essam El-Hadary également. Enfin, on voulait vraiment montrer que l'Égypte a quand même une place à part dans l'histoire du football dans le monde arabe. Voilà. Alors, il y a une partie de l'exposition, on est en pleine, là, à l'heure où nous enregistrons, on est en pleine Coupe du Monde féminine. Il y a une partie de l'exposition donc, qui est consacrée à l'équipe féminine de Jordanie, qui est pionnière en la matière. Malheureusement, aucune sélection du monde arabe n'est présente à la Coupe du Monde féminine qui se tient donc, en France en ce moment, et aucune n'a même jamais été qualifiée pour la phase finale. Est-ce que le retard du monde arabe sur ce sujet, sur le sujet du monde du foot féminin, est-ce qu'il accuse un retard aussi considérable qu'il n'y paraît ? Oui et non, j'ai envie de dire, effectivement, on regrette beaucoup qu'il n'y ait pas d'équipe arabe sélectionnée cette année pour la Coupe du Monde féminine. Après, j'ai envie de dire, le football féminin dans son ensemble, à l'échelle mondiale en tout cas, on va dire, n'est pas encore au niveau du football masculin. On voit bien qu'il y a encore quand même un peu de travail à faire de ce côté-là, et le monde arabe n'y échappe pas. Donc, effectivement, il y a une différence entre les équipes masculines et féminines. Ce qui nous a intéressé, nous, c'est de parler de l'exemple jordanien, qui est un peu le contre-exemple, puisque finalement, la Jordanie investit sur la formation des jeunes footballeuses dans son pays. Donc, il y a des clubs pour les jeunes filles, il y a des entraîneurs qui sont là pour elles, avec les équipements adaptés, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays arabes, ce qui n'est pas le cas non plus dans beaucoup de pays à travers le monde, finalement. Le monde arabe, malheureusement, n'est pas le seul dans ce cas-là. C'est l'Argentine qui officialisé le foot féminin que seulement depuis un an. On parle de l'Argentine, voilà. C'est la Coupe du Monde. Exactement, donc pour moi, c'est une problématique globale, mondiale, de la visibilité des femmes dans ce sport. Le monde arabe, malheureusement, n'échappe pas à la règle. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, partout, en fait, dans le monde arabe, il y a des équipes féminines, il y a des femmes qui jouent au football, il y a des femmes qui sont arbitres. Donc il y a une vraie progression de ce côté-là, on avance et c'est une bonne chose. Les choses sont pas simples et pas gagnées. Les stades sont accessibles aux femmes maintenant partout, même en Arabie Saoudite depuis un an. Donc on sent qu'il y a clairement une progression, qu'on va vers un mieux et on peut que s'en réjouir. Maintenant, effectivement, le chemin est encore long. Ça n'a pas été difficile de travailler sur ce sujet-là ou Alors pas du tout, non. Pour le coup, nous, on a traité d'exemple jordanien, donc on a traité directement avec la fédération jordanienne de football féminin, qui était d'ailleurs, ils sont venus à l'inauguration de l'exposition. Ils étaient au contraire très contents qu'on puisse mettre en avant leur investissement dans le football féminin. Je pense que c'est une initiative vraiment à saluer. Mais ça n'a, pour le coup, posé absolument aucun problème de mise en œuvre. Et encore une fois, tout de suite, quand on a choisi les 11 histoires qu'on raconte dans l'exposition, il était évident que l'une de ces histoires devait être consacrée aux femmes. Évidemment. Et en parlant de choix,
au travers de l'histoire du club libanais Nejm SC et surtout du chapitre consacré à la sélection palestinienne. L'exposition affiche, en toute objectivité, je le précise, elle affiche les tensions qui opposent le monde arabe à Israël. En parlant de choix, c'est pas un choix difficile à faire. Est-ce que vous avez eu des problèmes en choisissant ces thèmes-là? Alors non, encore une fois, pas de problème à choisir ces choses-là. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour rentrer dans la polémique, mais on raconte des faits. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que pour les Palestiniens, c'est compliqué de jouer au football. Parce que souvent, les équipes ne peuvent pas quitter les territoires palestiniens simplement pour aller affronter d'autres équipes ailleurs. Pour aller d'un territoire palestinien à un autre, c'est compliqué. Pour sortir à l'international, c'est aussi très compliqué. Donc ces problématiques-là, elles sont connues, alors que la FIFA pourtant reconnaît l'équipe nationale palestinienne. Eh bien, il y a des vraies difficultés pour simplement avoir des laissez-passer, pouvoir aller jouer ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Donc on n'est pas en train de créer une polémique sur le sujet, c'est un fait avéré, connu de tous. Et nous, ça nous paraissait important aussi de parler de cette réalité du monde arabe, où parfois c'est effectivement juste compliqué de jouer. Voilà. D'accord, vous avez reçu, enfin tout s'est bien passé, vous n'avez pas reçu de signe hostile, mécontentement? Non. Bon, c'est parfait. Pour rester dans l'actualité, les thèmes un peu délicats, mais vous inquiétez pas, je ne cherche pas la polémique non plus. Est-ce que vous avez envisagé, au cours de l'avancement des événements en Algérie et des multiples articles relatant du rôle des ultras sur le mouvement, d'y consacrer une place dans l'arc de l'exposition sur les ultras, justement? Est-ce que vous avez envisagé en cours d'exposition de l'intégrer? C'est toujours compliqué parce qu'une exposition... Celle-ci, on a commencé à travailler plus d'1 an et demi avant, quasiment 2 ans. Donc effectivement, on n'est pas sur la même temporalité que l'actualité. On est sur un temps beaucoup plus long. Mais effectivement, quand on a vu ce qui se passait en Algérie et que les premières contestations sont quand même apparues dans un stade à Alger, que les manifestants reprenaient cet hymne de supporters, la Casa del Mouradia, qu'on entend dans l'exposition. Je précise parce que voilà, on a voulu effectivement faire entendre ce chant justement lié à ces manifestations en Algérie. Après, la difficulté qu'on a en exposition, c'est qu'il faut donner à voir. Et là, on avait peu de matière ou qu'une matière journalistique un peu à chaud. Et qu'on n'avait pas suffisamment de recul aussi pour vraiment intégrer ça. Donc on a juste décidé d'intégrer ce chant de supporters et puis sur un des textes de l'exposition, de juste le mentionner en disant effectivement que suite aux différents printemps arabes, parce que ça a commencé en Tunisie, mais ça a été le cas aussi en Égypte, l'Algérie à son tour finalement, on voyait que... le football et les supporters de football jouaient un rôle très actif dans ces revendications de la population. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le médium exposition, j'ai envie de dire, est toujours un peu compliqué pour réagir à chaud sur de l'actualité. D'accord, justement, en parlant de médium et de montrer à voir, question photo, chant, choix, comment s'est fait le choix des références en ce qui concerne quelque chose qui est très visible pour le coup, au niveau des ultras, c'est les événements de Port Saïd. Ouais. En fait, c'est la rencontre avec le photographe Lucas Sola qui a fait toute une série de photos, tout un reportage, qui est allé plusieurs fois en fait. Alors c'est un photographe qui est un peu spécialisé sur le football et sur les ultras, puisqu'il a suivi plusieurs groupes ultras dans le monde arabe, donc en Égypte, mais pas uniquement. Et effectivement, quand on l'a rencontré, qu'on a vu qu'il avait fait tout ce travail autour des événements de Port Saïd, on trouvait ça intéressant en fait de raconter cette histoire absolument tragique que finalement j'ai l'impression peu de gens connaissent en fait. Voilà le massacre quand même de plus d'une centaine de supporters à l'issue d'un match à Port Saïd contre une équipe du Caire. Et cette dimension photographique qu'il amène, c'est-à-dire ce regard distancié d'un artiste photographe aussi, permettait de traiter ce sujet à la fois avec une distance, avec un regard posé, et de pouvoir un peu l'analyser aussi. Voilà, de pas, encore une fois, on n'est pas dans une approche journalistique, on est vraiment dans une exposition, donc on essaie aussi d'extraire quelque chose de tout ça pour le recontextualiser. D'accord. Les pays du Golfe
sont avant tout représentés par le football qatari et l'horizon de la Coupe du Monde 2022, même si on retrouve également des maillots saoudiens et koweïtiens, il me semble. Pourquoi justement ne pas être plus rentré dans le détail de cette région, de cette cantonné un petit peu au Qatar, notamment par exemple pour l'Arabie Saoudite qui compte 5 qualifications, qui est le pays du Golfe, enfin pays arabe à avoir le plus, je pense, pas dire de bêtises, avec des pays du Maghreb, mais là, je crois pas que je dise bêtises, 5 participations à une Coupe du Monde et un 8e de finale. Si c'est pas la plus, c'est au moins une de celles qui a le plus participé. Pourquoi ne pas être plus rentré dans le détail dans les pays du Golfe ? Après, effectivement, ça, c'est des choix d'équilibre dans l'exposition où il fallait qu'on puisse aussi raconter un peu ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabe. Donc, il a fallu faire des choix. Et il nous a paru plus pertinent de traiter de la question du Qatar parce qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, quand on pense football et monde arabe, finalement, une des premières choses qui vient en tête de absolument tout le monde, c'est le Qatar. Donc, on voulait vraiment aborder cette question de la Coupe du Monde en 2022 au Qatar, parce que justement, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'attribution de cette Coupe du Monde, et qu'on voulait, encore une fois, remettre en perspective tout ça. Donc on la présente à la fois à travers les maquettes des stades qui sont en construction actuellement au Qatar. Rappelez que c'est quand même la première fois qu'un pays arabe va accueillir une Coupe du Monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, que le Maroc a essayé très nombreuses fois de l'accueillir et que ça n'a jamais, ils n'ont jamais réussi malheureusement, et qu'en fait la seule année où le Maroc n'a pas proposé sa candidature, c'est le Qatar qui l'a eu. Ironie de l'histoire. Mais en tout cas, il y a quand même un vrai sujet là-dessus. C'est important à un moment donné de dire que le monde arabe va aussi accueillir cette Coupe du Monde. Et on a alors là un peu réagi à l'actualité, puisque le Qatar ayant gagné la dernière Coupe d'Asie en février dernier, on trouvait ça intéressant du coup. Donc ça, c'est un élément qu'on a rajouté un peu, j'ai envie de dire, au dernier moment dans l'exposition. Mais on trouvait ça intéressant de montrer des images justement de cette victoire de l'équipe qatari face au Japon à la Coupe d'Asie, puisque c'est la première fois en fait que l'équipe du Qatar gagne une grande compétition internationale contre les Japonais, qui étaient plutôt favoris. Aux Émirats Arabes Unis. Aux Émirats Arabes Unis. Copains avec les Qataris. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque les matchs se sont déroulés dans des ambiances très difficiles pour les Qataris, soyons clairs. Encore une fois, sans prendre parti, il est évident que quand une équipe se prend des chaussures sur la tête à la fin d'un match, c'est quand même pas très sympathique. Donc, dans une ambiance très compliquée, politiquement très tendue, et le Qatar, pour la première fois, gagne une compétition internationale. Donc, on verra ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, ça questionne aussi sur le positionnement du Qatar dans cette planète foot, aussi bien par l'organisation de cette Coupe du Monde, mais aussi sur le terrain. Et ça, c'est complètement nouveau. Et ça, personne ne l'attendait, je pense, cette victoire du Qatar. Donc, c'est intéressant aussi de questionner sur comment ce petit pays, finalement, que personne ne connaissait, ou presque il y a 30 ans, se positionne il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. Se positionne aussi sur ce marché mondial du football, à la fois en rachetant des clubs, comme le PSG, à la fois en organisant la Coupe du Monde et en commençant à gagner des compétitions internationales parce qu'ils ont investi dans des clubs, voilà, exactement, dans les formations, les entraîneurs. Donc voilà, tout ça, c'est effectivement un investissement sur du long terme qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Donc c'est intéressant encore une fois de remettre tout ça en perspective pour comprendre de façon plus globale l'intérêt d'un pays comme le Qatar à investir dans le football. D'accord. Il n'y a pas eu de jaloux, le fait de parler que du Qatar pour les pays du Golfe, justement, comme on sait que c'est un peu compliqué, c'est un peu conflictuel Non, dans la en région. tout cas, non, parce qu'on a essayé dans d'autres parties d'équilibrer. Vous le disiez, voilà, on a aussi un maillot de l'Arabie Saoudite, un très beau maillot des années 70 de l'Arabie Saoudite qui est absolument magnifique. Celui des dernières Coupes du Monde, il y a les 4 nations arabes. Voilà, exactement. On a des pièces plus récentes d'Arabie Saoudite de la dernière Coupe du Monde. Donc, on a essayé. On ne pouvait pas avoir une partie par pays parce que ça ne faisait pas sens. Ce n'était pas ça l'idée de l'exposition. On n'a pas vocation à être exhaustif. Et puis, chaque pays a une histoire très différente avec le football. Mais en tout cas, on a essayé parfois par des clins d'œil ou des objets à faire que tout le monde soit plus ou moins représenté malgré tout. Voilà.
C'est ça. D'accord. Et puis c'est vrai qu'encore une fois, c'est réagir à l'actualité. On dit on a réussi à obtenir des objets qui étaient dans la dernière Coupe du Monde en Russie. Ça, c'était important pour nous aussi d'avoir des pièces très récentes. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu présenter la Coupe du Monde gagnée par la France. Oui, chers auditeurs, il y a les 2 Coupes du Monde gagnées par la France. Personnellement, c'est une des choses qui m'a le plus ému lors Oui. de, lors de l'exposition. Venez voir les 2 Coupes du Monde gagnées par la France parce que voilà, c'est la première fois. Parce que c'est les 2 Coupes du Monde. Non, mais c'est la première les fois vrais. qu'elles sont présentées ensemble. Ouais. Ce sont les vraies et on ne les voit jamais présentées ensemble. Déjà, on ne les voit pas habituellement. Et là, ensemble, c'est quand même un moment important pour les fans de foot. Et d'un point de vue scénographique, elles sont très bien placées dans la pièce et je trouve ça très bien fait. L'exposition, on va terminer avec la fin de l'exposition, ça me paraît assez logique. L'exposition justement se termine par la possibilité pour le visiteur de se créer un 11 historique du monde arabe. L'exposition a déjà quelques mois, ça a permis déjà d'établir des préférences. Qu'est-ce que vous enseignez, quels enseignements vous tirez pour l'instant de ces votes? Oui, alors c'est assez drôle, puisqu'effectivement, c'est un petit logiciel où on peut choisir. Alors, c'est des joueurs de toute époque confondue, ou joueuses, parce qu'on a mélangé hommes et femmes aussi. Alors, c'est assez drôle de voir que finalement, les visiteurs choisissent surtout des joueurs qu'ils connaissent. Donc, effectivement, on a, on va dire, des joueurs un peu emblématiques qui reviennent systématiquement. Mekloufi, parce que ça reste quand même un joueur Qu'il est dans pour l'exposition. Saint-Étienne extrêmement important et puis pour les Français aussi. Voilà, Zidane, j'en parle même pas, mais il revient systématiquement. Donc voilà, mais à travers ce petit jeu, ce qui nous intéressait aussi, c'était de pouvoir à chaque fois mettre une biographie de tous ces joueurs qu'on n'a pas pu forcément développer dans l'exposition. Mais ça permettait de donner un peu plus de contenu et faire connaître d'autres joueurs du monde arabe que ceux qui sont les plus connus, Mohamed Salah, voilà, qui revient à chaque fois, mais aussi la joueuse palestinienne Onit Alger, enfin voilà, arriver à Rabah Madjer, qui est connu pour son geste, mais souvent on a oublié le joueur et on connaît plus que le nom du geste technique qu'il a fait. Donc voilà, arriver comme ça à redonner, en tout cas à raconter l'histoire de ces joueurs qui ont quand même marqué le football, généralement pas que dans le monde arabe, mais à l'international, à travers cette application ludique. D'accord, eh bien merci beaucoup Madame Clémentine Ruiz. Merci. Cet entretien fut un plaisir, l'image du plaisir que j'ai eu personnellement à visiter cette exposition et que la rédaction du Lucarne Opposée, ma foi, recommande à tout le monde. Elle est encore donc visitable jusqu'au 21 juillet C'est ça. à l'Institut du monde arabe, au 1 rue rue Des Fossés Saint-Bernard. des Fossés Saint-Bernard. Sans ma fiche devant moi, j'avais perdu l'adresse. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrikia. Salut les amis.